Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Une centaine de Martiniquais mobilisés contre le budget 2026 du gouvernement. Alors que les discussions sont en cours au Parlement, un appel à la grève nationale avait été lancé. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, un prévenu au profil atypique. Rien ne laissait présager le drame qui a frappé le Mande des Esses en janvier 2022. Stevie Jean-Baptiste est accusé d'avoir tué David Djemé en pleine rue. Son procès s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises de Fort-de-France. Nous irons à la rencontre d'un très grand nom du jazz. Le pianiste guadeloupéen Alain Jean-Marie se produira sur la scène de Tropicatrium demain. Et vous allez le voir, le virtuose de 80 ans fait toujours opérer la magie. Et on débute donc par le mouvement de grève nationale de ce mardi 2 décembre. Une mobilisation relayée chez nous, notamment par la CGTM. Les manifestants n'étaient qu'une centaine à Fort-de-France, mais tous affichaient une réelle détermination, avec dans leur collimateur les discussions autour du budget 2026 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le reportage de Sandrine Claude. Ils sont environ une centaine ce matin à avoir répondu à l'appel de la CGTM. Rassemblés à la maison des syndicats, des salariés, des retraités, tous sont venus exprimer leur opposition au gouvernement en ce jour de mobilisation nationale. José est agent dans la fonction publique. Il s'inquiète des conclusions du débat autour de l'âge de départ à la retraite. Lorsqu'on arrive peut-être à cet âge-là, 64 ans, on n'a plus les facultés qu'il nous faut pour avancer. Donc, on nous envoie, je trouve que le gouvernement nous envoie directement vers la mort. Le syndicat CGTM dénonce à haute voix tout un ensemble de mesures envisagées par l'État. Hausse des jours de carence, suppression des postes dans la fonction publique ou encore le gel des pensions et des minima sociaux. Nous avons appelé les travailleurs de Martinique à s'associer à ce mouvement qui a été appelé par 3 syndicats en France, dont la CGT, parce que les mesures prévues, concoctées par le gouvernement, impacteront également les travailleurs de Martinique, qu'ils soient actifs ou retraités, les chômeurs, les jeunes, enfin toutes les personnes qui entrent dans le champ d'application de ces mesures. C'est pour cette raison. Nous n'avons pas donc fait corréler, nous appelons concrètement les uns et les autres à participer pleinement au mouvement. Parmi les militants, plusieurs affiliés à la CGTM Santé, dans leur viseur, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce dernier prévoit de ramener le déficit prévisionnel à 17,6 milliards contre 23 milliards d'euros cette année. Un objectif qui passerait par des mesures drastiques et qui inquiète à échelle locale quant à l'avenir de la santé publique. Nous demandons vraiment à l'État de revoir 2 fois sa copie parce que tous les budgets sont concentrés uniquement sur la défense. Nous avons pour preuve à l'hôpital public, ne serait-ce qu'au CHUM Martinique, où nous avons d'énormes problèmes, où il nous manque du matériel, il nous manque du personnel, il nous manque des médecins spécialisés. C'est une politique de destruction massive puisque nous voyons que malgré les mobilisations, ils n'en ont rien à faire et ils continuent leur petit bonhomme de chemin comme si on n'existait pas. Alors on se pose la question, à qui profite le crime ? Si la grève de ce 2 décembre n'aura pas mobilisé la foule des grands jours, ceux qui ont fait le déplacement sont déterminés à faire front à une politique gouvernementale jugée, selon eux, de plus en plus austère. À noter que le préavis de grève des agents de la CTM a été levé aujourd'hui. La rencontre entre le président du conseil exécutif et les syndicats a permis la signature d'un protocole de fin de conflit avec à la clé un plan de titularisation pour plus d'une centaine de contractuels. À la une aussi de l'actualité, le procès aux assises de Stevie Jean-Baptiste s'est ouvert ce matin. Il lui est reproché d'avoir abattu en pleine rue David Djemé sous les yeux de ses amis en 2022 au Mande des Esses. La personnalité du prévenu a été passée au crible. Selon l'expert, rien ne laissait présager un tel geste de l'accusé. Le compte-rendu d'audience de Ryan Anias. Aux assises de Fort-de-France se poursuit le procès de l'homme accusé d'un homicide en 2022 au Mande des Esses. Dans le box des accusés, Stevie Jean-Baptiste poursuivi pour avoir tiré sur la victime David. Ce matin, la cour a entendu un psychiatre, les parents de l'accusé et un enquêteur de personnalité. Tous ont décrit un jeune homme inséré, père de famille, mais dont certaines fréquentations et une alcoolisation ponctuelle
aurait pu jouer un rôle au moment des faits. L'accusé, lui, reconnaît le meurtre depuis le début de l'enquête. C'est lui qui s'est dénoncé quelques minutes après aux gendarmes. Ce matin, un psychiatre a dressé le portrait d'un jeune homme présentant des troubles du comportement, mais pas de maladie psychiatrique. Selon lui, l'alcool a pu jouer un rôle désinhibant. L'accusé, qui reconnaît le meurtre, évoquait une réaction de défense. Pour l'expert, sa dangerosité apparaît faible. Je cite, « Il s'est rendu très vite, il a avoué, c'est plutôt positif ». Les parents de l'accusé ont ensuite été entendus. Une mère bouleversée décrit un garçon très gentil et respectueux, attaché à sa fille. Elle raconte la nuit du drame. Il est rentré en sang. Il m'a dit « Maman, j'ai blessé quelqu'un », puis il a appelé les gendarmes. Le père parle d'un fils travailleur, mais affirme ne jamais avoir su qu'il détenait une arme. Un enquêteur de personnalité confirme le profil d'un jeune homme inséré, diplômé, proche de sa famille, mais déjà condamné pour coups et blessures et conduite sans permis. Le directeur d'enquête est revenu sur la scène de crime. 2 étuis de balles percutées ont été retrouvés, confirmant 2 détonations, même si une seule blessure a été constatée. Il précise que l'arme avait été acquise 1 an plus tôt via un réseau informel. Dans le quartier, la soirée avait été agitée, la foule était peu coopérante, raconte-t-il. Puis le médecin légiste a confirmé que David Djemé est mort d'une hémorragie interne. Il présentait alcool, cannabis et une faible dose de kétamine. Selon lui, l'alcoolisation de l'accusé a pu altérer son discernement. Quant à la victime, même une prise en charge rapide aurait laissé très peu de chances de survie. Enfin, la douleur des proches de David a résonné dans la salle. Sa mère raconte son traumatisme. Comment expliquer à un enfant que son papa ne reviendra plus ? Elle évoque aussi sa propre dépression et sa maladie. La grand-mère, elle, décrit un petit-fils joyeux, parfois impulsif, mais inséré professionnellement. Le procès se poursuit demain, avec de nouvelles auditions. Nous évoquions la fin de la mobilisation à la CTM un peu plus tôt. Eh bien, les élus de l'Assemblée étaient réunis aujourd'hui en séance plénière. Parmi les nombreux points à l'ordre du jour, l'approbation du plan de financement des bourses d'engagement des médecins. Un dispositif qui doit permettre de garantir le retour au pays de nos jeunes diplômés en médecine. Les précisions face à la caméra de Louis Sabas. C'est une action menée par la collectivité qui a été approuvée par l'ensemble des élus de permettre effectivement à des étudiants en médecine, ceux qui ont excellé de la première année, de bénéficier de bourses, donc qui s'engagent à revenir exercer leur métier à la Martinique. Donc pendant ces 6 ans d'études, effectivement, la collectivité apporte chaque année une somme leur permettant effectivement de réussir à leurs études. Les besoins en financement sont nécessaires. Nous devrions utiliser au mieux le FSE dans l'intérêt de la population martiniquaise. C'est dans ce cadre-là qu'un plan de financement à peu près de 2,5 millions a été voté, donc 85% qui sera apporté par le FSE, l'Europe, c'est-à-dire à peu près 1,7 million, et le reste sera apporté effectivement pendant ces 3 ans, 2024, 2025 et 2026, par la collectivité. En un an, 70 jeunes ont pu accéder à leur propre logement grâce à l'accompagnement du CLAGE. Une réussite dont se félicite l'organisme qui a profité d'une cérémonie ce matin pour rappeler les besoins persistants en matière de logement pour les jeunes. L'occasion aussi de signer une convention avec le Secours Adventiste afin de contribuer à l'épanouissement des nouveaux locataires. Les détails recueillis par Sandrine Claude. J'ai été accompagnée depuis plusieurs mois, depuis 2025, depuis mai 2025 de cette année, par le CLAGE pour ma recherche d'appartement dans un logement social. Depuis 2022, j'ai déposé mes différentes demandes de logement, que ce soit par Internet, sur place, avec différents bailleurs. Et c'est vrai que cette année, je me suis dit non, je ne peux pas rester là où je suis, ça devient urgent. Et du coup, je suis passée par le CLAGE, je connaissais déjà. C'est important pour nous de marquer ce temps parce que c'est un travail de longue haleine. Déjà pour convaincre les partenaires, les bailleurs sociaux, que les jeunes ont besoin de logements dans ce parc. Parce que ça correspond déjà en termes de loyer accessible, abordable. Ça sécurise leur parcours professionnel. C'est aussi montrer que c'est possible, qu'on a encore beaucoup de travail à faire, mais que c'est possible
dans le cadre de cette relation de confiance, de cette coopération qu'on a développée avec les bailleurs sociaux, qu'on peut justement réserver des logements à des jeunes qui en ont besoin pour rebondir dans la vie, pour réaliser leur parcours professionnel. Et à cette occasion, nous allons aussi remettre aux jeunes des paniers solidaires. Ils vont pouvoir en bénéficier pendant les 3 premiers mois de leur installation grâce au partenariat que nous avons développé avec le Secours Adventiste. Quand la prévention santé va à la rencontre des habitants, l'association d'échange de communication Dillon Info organise la 2e édition de la matinée Proxy Prévention Santé demain dans le quartier Foyalais. Un projet porté par un homme engagé depuis plus de 30 ans pour Dillon. Notre invité ce soir, Romul Artus. Bonsoir Romul Artus, merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Vous êtes donc chargé de mission pour cette association AECDI et vous organisez donc demain cette matinée de prévention. Expliquez-nous un petit peu l'objectif. Donc alors d'accord, bonsoir Johan, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de votre antenne. Donc nous organisons cette 2e édition parce que vraiment il y a besoin d'informer, de conseiller et de prévenir face au contexte actuel que nous vivons depuis très longtemps concernant la maladie. Vous avez vu dans le précédent sujet les syndicats qui réclament des médecins. Donc en plus qu'il y a un problème de santé publique, les gens sont malades, il y a un manque de médecins, nous avons des soignants qui sont formidables, nous avons un hôpital qui a des outils performants et malgré tout, on n'arrive pas à éradiquer un petit peu ce problème de santé publique. Il y a un problème d'accès aux soins, c'est pour ça que vous voulez que les professionnels de santé viennent à la rencontre de la population, notamment dans ce quartier de Dillon que vous connaissez bien. Bien sûr, donc cette opération est menée, je vais le dire, en partenariat avec la pharmacie de Dillon, M. Jacques Gustave, que je remercie. Et pour la 2e année consécutive, nous invitons les professionnels de santé, tels que l'EFS. C'est ça, l'EFS, on a vu des kinésithérapeutes également. Kinésithérapeutes, il y a aussi France Alzheimer, il y a le GIPROM par rapport au cancer colorectal. Il y a aussi des associations qui aident les familles, comme Madine Dom Service et l'ADAFAE, qui est une ancienne association qui s'occupe des familles. Il y a aussi Matité, je ne vais pas présenter Nathalie Chidan, que tout le monde connaît pour son combat contre le cancer du sein. Il y a aussi Cœur et Santé, que Yuri Rotin mène contre les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le bus Santé Bocaille de la ville de Fort-de-France qui se déplace dans les quartiers justement pour informer. Et ben, c'est tout un panel de... Vraiment un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous. Vous l'aviez inscrit notamment sur votre flyer, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ce que vous dites aussi aux gens que vous croisez régulièrement dans ce quartier. Oui, c'est vrai, mais nous avons un effort collectif à faire. C'est, comme on dit, ne pas manger roche, ne pas manger sable. Je pense que l'alimentation est l'un des facteurs très importants dans ce problème de maladie. Donc il faut que les Martiniquais, que nous fassions un choix alimentaire, avoir une hygiène de vie vraiment... il faut corriger tout ça parce que d'un côté, vous voyez que les médecins font leur possible pour guérir les gens et il y en a autant qui viennent par rapport à ça, par rapport à la maladie. Une dernière question, Romul Artus, plus large cette fois-ci. Je le disais en amont, ça fait plus de 30 ans que vous vous battez pour Dillon, pour redorer un peu le blason aussi de ce quartier dont on parle souvent en mal finalement et très peu en bien. Quels sont les besoins du quartier? Quels sont ses atouts? Déjà, Dillon, c'est l'un des plus grands quartiers de Fort-de-France. Nous avons une population très dense, nous avons des jeunes, nous avons des enfants, et je pense que c'est un quartier qui mérite, comment je peux dire ça, en matière... plus d'attention, peut-être? Oui, l'attention y est, mais c'est... je ne trouve pas les mots, mais c'est un quartier très, très vivant. Plus de considération. Oui, de considération, si tu veux. Donc cette manifestation sera de 8h à midi, à 13h, devant la pharmacie de Dillon. Et puis c'est triste aussi, je peux rajouter ça, de voir que certaines personnes n'arrivent pas à leur retraite
Vous voyez, vous travaillez toute votre vie et que c'est la maladie qui vous foudroie. On voyait aussi des jeunes familles, hein, des mamans qui s'occupent de leur enfant, ou le papa ou la maman qui s'en va. Donc c'est un désarroi dans la famille. Donc il faut susciter ces prises de conscience que il vaut mieux s'alimenter autrement. Ce ne sera pas le seul facteur, mais il faut tenir compte de ça. Contribuer. Merci beaucoup, Romuald Artus. Rendez-vous demain, donc, vous l'avez dit, 8h à 13h, devant avenue Salvador Allende, devant la pharmacie. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. D'accord. En sport, après le match nul 1 partout entre le Golden Lion et la Samaritaine dimanche, la 9e journée du championnat de R1 se poursuit ce soir. Focus également sur la 2e journée du Critérium fédéral en tennis de table. Les détails avec Karil Chassol. Nos pongistes étaient réunis au hall Pelliard-Donatien samedi à l'occasion de la 2e journée du Critérium fédéral. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le club franciscain n'a pas fait de détails. Dans la catégorie phare, il place 3 hommes en tête, Evan Arnaud, Reynald Sizam et Fabrice Elidi Kozak. En Régional 2, c'est Miguel Petit du club colonial qui s'impose devant Samuel Defroy du club franciscain et le podium est complété par Rodrigue Palsi du Réveil sportif. Du côté des jeunes, chez les juniors, âgés de 11 ans, Paul de Gentil du club franciscain a marqué les esprits et en cadet, Elliot Blanchet du club franciscain s'est montré le meilleur. Sport collectif en football, suite de la 9e journée du championnat de Régional 1, ce soir 20h par 5 rencontres. Golden Star Riglon à Pierre-Aliquer, AS Mendezes Club Péléen à Sainte-Marie, Club Colonial US Robert à Louis-Achille, Émulation Inter de Sainte-Anne à Shellcher et Club franciscain CO Trinel au François. Enfin, notez que l'opposition entre l'Espoir, défait samedi au 8e tour de la Coupe de France 4-0 par la JSI Pontivy, et le RC Saint-Joseph aura lieu mardi prochain à Sainte-Luce. Et en futsal, on jouait ce week-end la 10e journée du championnat. À cette occasion, le FC Floréal recevait Marron Futsal. Une rencontre plutôt équilibrée qui a tourné à l'avantage des Floréalais au bénéfice d'une meilleure seconde période. Ils s'imposent 7-3. Récit du match, Karil Chassol et Marc Michel. Rapidement, le FC Floréal donne le ton de la partie. On ne joue que la 6e minute lorsqu'Anthony Nassau ouvre la marque. 7 minutes plus tard, les Floréalais doublent la mise par Medji Mélien. Mais la Chelcherois ne baisse pas la tête et juste avant la mi-temps, ils réduisent la marque par Jordan Morvan. 2-1, c'est le score à la pause. Au retour des vestiaires, le FC Floréal ne tarde pas à prendre ses distances avec son adversaire. Il inscrit 2 buts par Mélien et Nassau qui s'offrent chacun un doublé. Mais Marron Futsal entend faire de la résistance. Ici, il inscrit 2 buts et revient à 4-3. Insuffisant pour faire trembler le FC Floréal. Les hommes de Rudy Ogon reprennent le jeu à leur compte et marquent à 2 reprises sur pénalty. Avant que Ricardo Montabor ne clôture le score, le FC Floréal s'impose 7-3. Il nous fallait une victoire ce soir parce que c'était très important. On a gagné la semaine dernière, on gagne cette semaine. Oui, on a eu la victoire contre les Marrons, surtout que c'est une équipe qui avait bien commencé le championnat, qui est sur une bonne dynamique. Ça fait plaisir de gagner chez soi à la maison, donc très heureux. On a appliqué les consignes, on a beaucoup travaillé les sorties de presse, et ça c'est intéressant, et on a appliqué le jeu et on a marqué des buts. Il nous manque peut-être la niaque, l'envie de mieux faire, terminer nos actions aussi. Et puis aussi, je pense qu'on a aussi un travail mental aussi à faire, parce qu'il y a des fois, on peut lâcher, on peut des fois un peu craquer. Mais bon, avec la persévérance et puis le travail, je pense que ça ira. Victoire également de femmes, de Casablanca FC, du Lac 212 et du Golden Lion. À noter que la rencontre entre GIF et la Relève Lamantinoise a été reportée à une date ultérieure. Au classement, malgré ce report, les Lamantinois restent leaders avec 5 points d'avance sur femmes et le FC Floréal. Le Lac 212 est au pied du podium à 4 points de celui-ci. En bas de tableau, on retrouve le Golden Lion et la Lanterne Rouge, le FC Saléen. À noter tout de même que ce classement est quelque peu tronqué. Certaines formations ont jusqu'à 2 matchs en retard.
Ouvrons notre page consacrée à la culture. Alain Jean-Marie sera sur la scène de Tropicatrium demain soir. À 80 ans, le célèbre pianiste guadeloupéen a rencontré les plus grands artistes au fil de sa carrière. Des Antilles aux États-Unis, en passant par l'Hexagone ou encore le Canada. Portrait de l'un des derniers monstres sacrés du jazz, Louis Sabas. Pianiste de légende, Alain Jean-Marie est né en 1945 en Guadeloupe, où il apprend le piano dès l'âge de 8 ans. Adolescent, il joue déjà un répertoire local dans les bals. Sa rencontre avec le jazz et le rythme rapide du bebop a lieu à cette époque, grâce à une émission radio. Il y avait une émission par semaine sur Radio Guadeloupe qui s'appelait Jazz aux Champs-Élysées. Une fois par semaine, j'étais à ce rendez-vous. Puis après, je me suis intéressé à cette musique qui m'avait tellement marqué. J'ai cherché à l'approfondir. Son talent et sa passion pour la musique vont le conduire à Montréal, où il est invité à jouer lors de l'exposition Terre des Hommes en 1967. Là, il rencontre le percussionniste martiniquais Jean-Claude Montredon, avec lequel il noue une profonde amitié. Avec le pianiste martiniquais Marius Cultier, l'une des périodes les plus exaltantes de sa vie. Et des rencontres, il en fera bien d'autres en tant qu'artiste, avec des musiciens de renom. Des musiciens comme Didi Bridgewater, Abbey Lincoln, Art Farmer, Johnny Griffin, tant d'autres. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Des rencontres après rencontres, c'est ce qui m'a nourri. Et c'est pas fini. À 80 ans, il est toujours nourri par cette passion du jazz. Étonnamment, pouvoir jouer encore, m'exprimer par ce moyen de la musique et du piano, je n'en reviens pas, c'est une chance extraordinaire. Ça continue de me nourrir également. Alain Jean-Marie est reconnu comme l'un des plus grands artistes jazz francophones. Récompensé à de nombreuses reprises, c'est fièrement qu'il regarde la relève antillaise s'affirmer. Je suis très impressionné par l'arrivée dans ce monde du jazz de jeunes compatriotes martiniquais, guadeloupéens, Arnaud Dolman, Michel Alibo, Mario Canoche. Tout ça, c'est une grande fierté pour moi de voir ces jeunes pousses s'affirmer. Demain soir, la légende se produira à l'Atrium de Fort-de-France avec le Alain Jean-Marie Bebop Trio. Un moment de jazz et de bebop forcément empreint de son caribéen. Revenons à présent sur un rendez-vous que vous avez été très nombreux à apprécier ce week-end. Après le Diamant, c'est la ville de Saint-Joseph qui a accueilli la deuxième étape des Chantés Noël d'ATV samedi dernier. Ce moment de tradition a rassemblé le public autour des troubadours de Musique Noël et Yamsasa. Sortez les cantiques avec Ryan Anias. Le calme, avant la grande fête en plein cœur de Saint-Joseph. 1 heure avant le début des festivités, les plus ponctuels ont déjà pris place, aux côtés des techniciens caméra, chargés de la captation du spectacle. Alors pour le moment ce soir, ça s'annonce très bien. On arrive assez tôt pour avoir le temps d'installer les caméras correctement. On a pris le temps de bien tout checker, le matériel, que tout soit bien connecté. Et là pour le moment, les équipes sont prêtes et on est prêt à démarrer. Des caméras prêtes à tourner, et du côté des groupes, comment se passe la préparation? Je sais que le public il est prêt, il est venu en forme, en masse, et le temps s'y prête, donc c'est vraiment parfait. En tout cas, on souhaite surtout bien chanter Noël et que le public participe et puisse se retrouver dans la tradition du pays. Pour ce deuxième rendez-vous d'Antier Canticla, votre chanté Noël organisé par ATV, tout est fait pour passer un bon moment, du spectacle jusque dans l'assiette. Après un premier rendez-vous réussi au Diamant, l'heure est venue pour Saint-Joseph de vibrer au rythme des 3 groupes présents.
Franchement extraordinaire, bonne ambiance, les orchestres sont géniaux, les gens sympas, il fait bon, tout est bien. On est là avec le peuple, avec les gens, dans les traditions, les coutumes et les cultures. J'ai passé une bonne soirée et je ne suis pas le seul à passer la bonne soirée parce que quand vous regardez la population, la masse là, ils sont tous en train de passer une excellente soirée. Bichot veillé, la mine sa chaumière, près du rameau, le ciel est tout beau. Des sourires sur tous les visages, grâce au groupe Yom Sassa, les Troubadours et Musique Noël. Une foule qui n'a pas eu peur de la météo, ce qui enchante également la municipalité. On espérait en tout cas, il y a beaucoup de monde, on a eu un peu peur pour la pluie, on a eu quelques grains, mais oui, le monde, on est très content. On s'attendait à du monde et là on est vraiment satisfait. C'est super, on a une bonne fréquentation, public familial qui a l'air ravi, et ben nous aussi. Plus de 3000 personnes auraient répondu à l'appel du Cantique samedi soir sur la place des fêtes de Saint-Joseph. ATV vous donne maintenant rendez-vous le 13 décembre prochain pour fêter et chanter Noël ensemble. Au François, le jardin de Monique a vibré pour la deuxième édition de Jazz en Battle, la ronde des bassistes. Pour l'occasion, des artistes tels que Michel Alibo, José Marie-Rose ou encore Brice Bapté étaient à l'honneur. Mais au-delà de la musique, l'événement a aussi permis de mettre en lumière des luttes sociales. Les images sont signées José Éloi. J'encourage tous les jeunes à faire de la musique, à faire un art quel qu'il soit. Si c'est la basse, c'est encore mieux. Et particulièrement les femmes bassistes, parce qu'il n'y a pas tellement de femmes bassistes en Martinique. Moi, j'étais inspiré par Annie Anglionin, mais ce serait super qu'il y en ait de plus en plus. Ce qu'on peut apporter, c'est vraiment un message qu'il ne faut pas lâcher en fait, qu'il faut croire en ses rêves, qu'il faut savoir oser, avoir beaucoup de culot aussi, beaucoup de culot, mais il faut surtout avoir confiance en soi. C'est la première fois que je viens au Jazz en Battle et je suis vraiment enchanté, quoi. Le son il est bien, et les artistes aussi bien. Mon impression, c'est une très belle initiative que les jeunes rencontrent les anciens, ça fait une jolie osmose et c'est une très belle initiative. C'est à renouveler. Moi j'adore la basse et vraiment je suis surprise parce que je pensais pas que c'était aussi chouette au niveau de la danse et le fait que tous les artistes tournent à chaque musique, c'est génial, j'adore. C'est un programme merveilleux et les bassistes sont extraordinairement doués. De toute façon les musiciens en général martiniquais sont bons et Jazz en Battle tient toujours toutes ses promesses. Donc je suis ravie d'être venue une nouvelle fois ici. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang au lycée Victor Anicet à Saint-Pierre de 8h30 à 13h30. Autre possibilité, l'avenue Salvador Allende au quartier Dillon à Fort-de-France de 8h à 13h. Ou encore à la Maison du Don, toujours à Dillon, immeuble Le Fils de 8h à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce mardi 2 décembre. La grève nationale relayée chez nous mais peu suivie. Ils étaient une centaine à la maison des syndicats afin de dénoncer le budget 2026 du gouvernement. Le fonctionnement de certaines municipalités a tout de même été perturbé.
Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure. Passez une excellente soirée sur ATV.